Entre-temps, il est 17h04, donc je vous propose qu'on commence. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler de santé mentale. Je pense que personne ne nie l'importance de ce domaine dans le champ du VIH. Euh, Toute personne connectée ici et qui travaille avec des personnes vivant avec le VIH sait à quel point le VIH, en soi, le diagnostic de VIH peut être quelque chose qui met en jeu la santé mentale du patient, mais dans l'autre sens, on sait également que à, à l'origine de la contamination par le VIH, il y a parfois des vulnérabilités en termes de santé mentale, et donc c'est de tout cela qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Pour ça, on a trois super oratrices. C'est un panel très féminin aujourd'hui, ce qu'on aime beaucoup, évidemment. Et on commence par le docteur Françoise Linard, la docteure d'ailleurs, la docteure Françoise Linard, qui est Bonjour. psychiatre et psychanalyste et qui exerce à Paris, à la fois en libéral, mais aussi à l'hôpital, dans le service de maladies infectieuses des hôpitaux Tenon et de l'Hôtel-Dieu. Et dans ce cadre, elle travaille avec des patients et des personnes vivant avec le VIH depuis bien longtemps. Et depuis 2021, elle s'intéresse également au Covid long. Elle est l'auteure de recherches et d'articles sur ces sujets. Elle a également enseigné en Afrique subsaharienne. Et donc, on trouvait que c'était une parfaite oratrice pour aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Françoise. Bonjour. Je suis le docteur Françoise Inarche. J'ai vu tous les participants qui étaient inscrits là et j'ai été dans un certain nombre de pays d'où vous êtes origine. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce topo avec vous. Alors, c'est vraiment un défi épouvantable hein, parce que la santé mentale en 20 minutes, c'est quand même très très bref, donc on va essayer d'aller à l'essentiel et puis au moins que vous reteniez quelques notions qui vous serviront en pratique. Alors un petit quiz pour commencer. Quel trouble psychiatrique est le plus fréquemment diagnostiqué chez les personnes vivant avec le VIH? La schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire, les troubles obsessionnels compulsifs. Et deuxième question, quel trouble de l'usage de substances est particulièrement préoccupant chez les personnes vivant avec le VIH, choix multiples, usage de caféine, usage d'alcool et de drogues injectables, usage de vitamines, usage de compléments alimentaires. Voilà, je vous laisse réfléchir. On vous invite à voter. Vous voyez que je pense que c'est une réponse valable ou plusieurs réponses valables, Plusieurs réponses, choix Françoise? multiples, On peut hein, mettre plusieurs. on en Voilà. discutera de toute manière. Donc, je vous laisse quelques secondes pour voter. Fiona, je vois pas la proportion des gens qui votent par contre. Donc, tu peux me dire quand on est à au moins 30%. Oui, là, c'est bon, on est à 47%. Voilà. Alors, on va s'arrêter et montrer les résultats. Eh ben, très bien. On y reviendra donc en fin de topo. C'est très intéressant. On verra ce qu'on peut en dire. Voilà. Alors, mes conflits d'intérêts. Hop. Alors, la santé mentale, ce que je pensais, c'est que fallait quand même qu'on réfléchisse sur ce concept. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de santé différentes. On va parler de santé sexuelle, on va parler de santé au travail, on va parler de santé gynécologique, enfin de la procréation, etc. La santé mentale, c'est comme d'habitude une terminologie définie essentiellement par l'OMS et qui comporte différents aspects. Attendez, excusez-moi, je suis en train de, de, d'avoir des difficultés parce que j'ai un truc qui s'affiche en même temps. Vous voyez là ou pas? On va très bien, tout Oui, se Vous voyez bien? C'est oui. bon? D'accord, ok. Ok, ok. Alors, parce que j'ai nos têtes qui s'affichent, c'est pour ça que je suis gênée. Désolée.
J'arrive, hein. J'arrive. C'est juste que je voudrais faire disparaître nos têtes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider parce que Tu peux cliquer sur la tête et garder cliqué et le bouger. Tu vois, donc tu cliques dessus et tu le fais glisser sur le côté. Je suis désolée parce que j'ai nos têtes, mais j'ai plus le diaporama. C'est ça qui s'affiche. Affiché. Voilà, je vais aller là. Intervenant. En haut de l'écran, Françoise, tu peux avoir un Ouais. onglet qui s'appelle Mon écran. Si tu cliques dessus, moi, en fait, j'ai Webinaire et puis j'ai mon écran. Voilà, j'ai cliqué sur un truc pour. Désolée, j'arrive, hein. Je peux pas travailler sur mon écran. Zoom Workplace, partager. Bon, je suis désolée, j'arrête le partage et je reviens tout de suite avec un nouveau partage qui marchera peut-être mieux. Voilà. Hop. Oui. Voilà, j'y suis. Désolée, hein, de cette interruption. Voilà. Alors, donc, un état de bien-être qui permet à chacun de reconnaître ses propres capacités, de réaliser son potentiel, de surmonter les tensions normales de la vie. J'ai pris plusieurs définitions de l'OMS parce qu'en fait, ça change un peu tous les 2 ans, mais on voit il y a des caractéristiques qui bougent pas, qui vont être de surmonter les tensions normales, de faire face aux difficultés normales, d'accomplir un travail productif et fructueux. On voit travailler avec succès, apprendre, bien travailler. On voit que ça a une dimension très sociale et de contribuer à la vie de sa communauté. Vous voyez, on peut penser que la santé mentale, ça va être une dimension qui concerne l'individu, mais vous voyez que c'est l'individu qui s'inscrit dans la communauté. Alors, ce qui est aussi intéressant, voilà, c'est que il y a 3 dimensions de la santé mentale. La santé mentale positive, ça va être le bien-être, l'épanouissement, les ressources psychologiques. La détresse psychologique réactionnelle, alors le mot détresse est un peu fort, mais ça veut dire que ça va être ce qui est induit par les difficultés existentielles, par exemple le deuil, les échecs. C'est pas forcément révélateur ou révélatrice d'un trouble mental. Ça peut être des symptômes relativement communs et le plus souvent c'est de l'anxiété, de la dépression. Ça apparaît généralement dans un contexte d'accident de vie ou d'événements stressants et surtout, ça peut être transitoire, même si on considère un peu traditionnellement que le deuil, par exemple, devrait s'estomper au bout d'un an. Et puis, lorsqu'elle devient intense et perdure, elle peut constituer l'indicateur d'un trouble psychique. Les troubles psychiatriques, donc, sont la 3e dimension de la santé mentale. Donc, vous voyez que la santé mentale et la psychiatrie, ça n'est pas superposable. La psychiatrie fait partie de la santé mentale, mais ça n'est pas superposable. Dans la santé mentale, il y a donc d'autres dimensions. Les troubles psychiatriques, ils peuvent être de durée variable, plus ou moins sévères, plus ou moins handicapants. Ça se réfère à des classifications diagnostiques. Il y en a 2 essentiellement en France, c'est celle de l'OMS évidemment, la CIM et puis le DSM, c'est-à-dire le manuel américain. Ça renvoie à des critères et à des actions thérapeutiques ciblées. C'est-à-dire, c'est pas, on essaie en psychiatrie évidemment que ça soit pas soumis à notre simple subjectivité. Ça relève d'une prise en charge médicale, pas que, mais obligatoirement médicale. Alors, ça va relever évidemment aussi d'une prise en charge sociale. Par exemple, la pauvreté augmente 3 fois, multiplie par 3 les problèmes psychiatriques, et puis d'une prise en charge médicale aussi somatique éventuellement. Les conséquences sont très importantes, handicap, décès prématuré, discrimination. Les problèmes de santé mentale donnent lieu à de très fortes stigmatisations et discriminations et aussi à des conduites d'exclusion. Donc, parmi les troubles psychiatriques, on va aujourd'hui évoquer les 3 que j'ai surlignés en rouge. Vous voyez, il y a la dépression, les troubles affectifs bipolaires, etc., les troubles anxieux, les troubles de stress post-traumatique dont Ariane parlera, la suicidabilité, la démence, etc. Vous voyez, c'est un domaine quand même extrêmement vaste et puis qui concerne aussi les enfants, la population âgée, etc.
Alors, en France, je vous donne des statistiques françaises parce qu'elles sont bien connues, alors que dans beaucoup de pays d'Afrique, on a beaucoup de mal à avoir des éléments de santé publique fiables et un dénombrement qui semble vraisemblable. En France, on sait qu'un Français sur cinq est touché chaque année par un trouble psychique. Ça fait environ 13 millions de personnes au total. Chaque année, il y a 9300 décès par suicide et 200 000 tentatives de suicide. Et plus de 60 personnes rapportent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique et 15% des jeunes Français souffrent d'un épisode dépressif caractérisé. Caractérisé, ça veut dire que ça les situe dans les questions psychiatriques. L'impact des troubles psychiatriques était énorme. Ça va avoir une conséquence sur la qualité de vie. En ce qui nous concerne, là, pour les PVVH, l'observance, oubli des prises, des traitements, des consultations, une consommation plus fréquente de substances, licites ou illicites, et puis une augmentation des prises de risques. C'est-à-dire tout à l'heure, je crois que c'est Charlotte ou Fiona qui disait que ça, oui, c'est Charlotte qui disait que ça interfère dans les deux sens. C'est parce qu'on prend des risques, par exemple qu'on est déprimé, qu'éventuellement on va se contaminer. Et c'est éventuellement parce qu'on est déprimé et qu'on est séropositif qu'on va prendre des risques. Enfin, vous voyez, il y a des espèces de syndromes circulaires où l'un et l'autre participent à augmenter chacun des domaines, une espèce de syndémie, phénomène de syndémie. Comment on va dépister la dépression? Alors, deux questions qui ont été utilisées là pour le guide européen. Vous êtes-vous senti déprimé, triste ou sans espoir au cours des derniers mois? Alors, par exemple, je sais qu'en Afrique, demander à quelqu'un s'il est déprimé une fois sur deux, ça donne pas beaucoup de lieu à discussion, alors que la tristesse, oui, ou les humeurs, etc. Le mot déprimé va pas être employé spontanément, je pense. Avez-vous perdu tout intérêt pour les activités que vous aimez habituellement? Et puis, évidemment, pour faire un dépistage, il faut exclure d'autres maladies. Il faut aussi écarter les syndromes dépressifs associés aux ARV et aux médicaments non ARV comme les corticoïdes, etc. Ça peut être beaucoup de médicaments peuvent être à l'origine comment dire, de troubles psychiatriques. Alors, la dépression, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est réglementé, enfin, c'est organisé. Il faut qu'il y ait des modifications de l'humeur, avec un sentiment de tristesse, de vide, etc. Une perte de l'estime de soi, des idées de culpabilité inappropriées, la perte de l'élan vital, c'est-à-dire la perte de l'intérêt, du plaisir à faire les choses qu'on fait habituellement dans la vie, et à l'extrême des idées suicidaires. Alors, des choses aussi très intéressantes, c'est les troubles du cours de la pensée, par exemple des troubles de concentration, des troubles d'attention, et ça va donner des troubles de mémoire. Quand la concentration est déficiente, on finit par avoir des troubles de mémoire. Et puis, ça peut être aussi des manifestations physiques qui sont très communes dans les troubles psychiatriques. Par exemple, pour la dépression, un ralentissement psychomoteur, de l'asthénie, des troubles de sommeil, des troubles de l'appétit. Pour poser le diagnostic de dépression, il faut qu'il y ait donc une humeur dépressive ou une perte de l'élan vital associée à au moins quatre autres des symptômes que je viens de vous énoncer un peu rapidement, tous les jours, depuis au moins 2 semaines, et ce, en présence d'un retentissement des symptômes et d'une souffrance associée. C'est-à-dire, par exemple, si le matin vous êtes triste et qu'à 16 heures vous êtes gai parce que, je sais pas, vous avez un petit projet sympa ou je sais pas quoi, ça élimine la dépression. Il ne faut pas qu'il y ait de variations comme ça dans la journée. Ça va être d'autres problèmes, mais on ne va pas faire le diagnostic de dépression. Alors, pourquoi c'est important tout ça? C'est parce que ça établit une différence entre des variations normales, comme nous en connaissons absolument tous, et ce qu'on va appeler des troubles, c'est-à-dire de la pathologie. Alors, chez les PVVIH, je vais faire ça assez brièvement, mais euh, dès qu'on mesure la dépression chez des personnes vivant avec le VIH, on voit des taux de dépression qui peuvent monter, par exemple au Cameroun, dans cette étude-là, on monte jusqu'à 63% des patients nouvellement diagnostiqués. C'est un mot important, nouvellement, parce qu'on sait aussi que le choc du diagnostic et les bouleversements de vie vont être à l'origine de beaucoup de troubles psychiatriques. Chez les PVVIH, donc, j'ai essayé de. Il y a beaucoup de sous-groupes en fait. Maintenant, on peut plus dire les PVVIH parce que il y a des personnes qui sont atteintes depuis 20 ans, il y en a qui l'ont découvert hier, il y a des personnes qui, euh, qui ont été extrêmement malades alors que d'autres ne l'ont pas été du tout. Il y en a qui sont très bien soignés alors que d'autres vraiment survivent avec des moyens des moyens de soins très restreints ou très inefficients.
Donc, dans les sous-groupes que je vais traiter très brièvement, j'ai choisi les HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Par exemple, dans cette équipe chinoise qui a fait une méta-analyse sur 18 études, elle a fait quelque chose de très bien. Elle a choisi les études où on compare les séropositifs et les non séropositifs. Parce que sans groupe témoin, beaucoup d'études n'ont pas une validité suffisante. Donc la prévalence de la dépression chez les personnes, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, était de base de 17,2%, ce qui est déjà très haut pour la dépression. Ça montre quoi? Ça montre que c'est déjà un sous-groupe stigmatisé, discriminé, qui déjà a beaucoup de mal à exister tranquillement et les personnes sont souvent déprimées. Mais si on regardait la dépression chez les personnes vivant avec le VIH, on arrivait à 43%, presque une personne sur deux qui était déprimée. Si on regarde le groupe grandissant, et je sais que Gabriel reviendra là-dessus, c'est celui des personnes âgées, puisque en particulier dans les pays occidentaux, le nombre de personnes vieillissantes chez les personnes vivant avec les VIH augmente et la proportion augmente. Alors il faut savoir que dans les études, c'est supérieur à 50 ans, hein. Donc la prévalence pour les personnes âgées était de 28% en moyenne. C'est une grosse étude qui reprenait beaucoup d'études dans les pays occidentaux et africains. Donc 5 868 personnes, dont 1 667 souffrant de dépression. Et la prévalence globale, c'était de 28%, mais on avait de forts contrastes puisque ça allait de 14,5% aux Pays-Bas jusqu'à 42,4 en Afrique du Sud. C'était le chiffre qu'on retrouvait tout à l'heure. Les troubles anxieux, brièvement toujours. Donc, ça désigne un groupe de troubles mentaux caractérisés par les sentiments d'anxiété et de peur, notamment le trouble anxieux généralisé, le TAG, le trouble panique, les phobies, les troubles d'anxiété sociale, le trouble obsessionnel compulsif, l'état de stress post-traumatique sur lequel reviendra Ariane. Alors, pourquoi je vous parle des troubles anxieux plutôt que d'autres troubles? C'est parce que c'est le deuxième en prévalence chez les personnes vivant avec le VIH. Comme pour la dépression, les symptômes peuvent aller de léger, mais ça peut être quand même un trouble anxieux, à grave, c'est-à-dire avec un handicap pour vivre, des gènes, des symptômes vraiment handicapants. La durée des symptômes fait que ça peut être un trouble qui se révèle assez souvent en termes de troubles chroniques. Alors, en population générale, la prévalence est de 5,1 et il est 2 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et il est très fréquemment associé à d'autres troubles psychiatriques. Pourquoi c'est intéressant aussi d'en parler? C'est que la sémiologie des troubles anxieux comprend beaucoup de troubles somatoformes. Sécheresse de la bouche, impression d'étouffement, paresthésie, éruption dermatologique, et puis aussi des troubles de la concentration et des idées de mort imminente. Et ça, c'est quand même une sémiologie qu'il faut savoir repérer. Et puis, on a beaucoup de patients qui vont nous parler de leur pathologie cardiaque, puisqu'ils ont une douleur dans la région du cœur, des pathologies gastriques avec des diarrhées, des vomissements, des pathologies neurologiques ou encore psychiatriques, de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Alors, il faut quand même aussi réfléchir qu'en clinique, les diagnostics de troubles anxieux doivent passer après une évaluation conséquente des problèmes physiques. C'est-à-dire, on a trop tendance à dire rapidement que c'est de l'anxiété et parfois sans même examiner le patient. Donc vraiment, c'est une vraie mise en garde sur l'utilisation raisonnée de ce diagnostic. Le suicide, dernier point, clinique. Donc, il y a quand même plus d'1 million de décès chaque année. C'est la 14e cause de mortalité dans le monde. Et ce chiffre est hélas en augmentation. Un suicide en deuil en moyenne 7 proches et impacte plus de 20 personnes. Les aidus suicidaires et les antécédents de comportement comptent parmi les facteurs de risque de suicide les plus saillants à court et à long terme. Et la majorité des suicides viennent aussi dans le contexte d'un trouble psychiatrique. Alors, très souvent, justement, quand je travaillais en Afrique, maintenant on a hélas moins l'opportunité d'aller travailler avec les confrères, on me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de suicides en Afrique, mais en creusant un peu, on voit dans les études qu'on lit que bah, ça va être, par exemple, un empoisonnement avec un produit ménager, ça va être un accident de voiture, ça va être d'autres
morts violentes, auto-administrées, qui font penser qu'effectivement, il y a quand même des suicides. Voilà, donc l'évaluation du risque de suicide doit se faire, c'est-à-dire on ne doit pas avoir peur de poser des questions. Est-ce que ce sont simplement des idées? Sont-elles intrusives et nombreuses? Est-ce qu'on peut contrôler ces idées? Et surtout, est-ce que la personne a déjà envisagé la manière de faire? Par exemple, si elle vous dit qu'elle a une corde et que pas loin il y a une poutre, je vous conseille de vivement vous inquiéter. Et êtes-vous sur le point de passer à l'action? C'est vraiment des questions qu'il ne faut pas hésiter à creuser, surtout qu'on a le préjugé de penser que si les personnes en parlent, c'est parce qu'elles ne le feront pas, ce qui est totalement faux. C'est justement parce qu'elles en parlent que ça les aide même parfois à réaliser à quel point elles vont mal et à quel point elles ont plus envie de vivre. Le suicide chez les PVVIH, alors je voulais vous en parler aussi parce que c'est quand même très fréquent. Ce qu'on appelle techniquement la suicidalité, c'est l'idéation suicidaire, les tentatives de suicide, les décès par suicide. Alors, dans cette étude, ça portait, c'était une méta-analyse sur 40 études. Il y avait 185 199 PVVIH, 12 cohortes, etc. Et le risque de décès par suicide était 100 fois plus élevé chez les personnes vivant avec le VIH que dans la population générale. Et l'incidence des idées suicidaires et des tentatives est substantiellement élevée. Donc, encore une fois, l'évaluation du risque de suicide devrait être une priorité, en particulier chez les personnes dont la maladie est plus avancée. Quand on reçoit des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et qu'on leur demande comment s'est passée l'annonce, par exemple, je dirais qu'une personne sur deux nous dit qu'elle a pensé à en finir. C'est quand même, si elle est là, c'est qu'elle ne l'a pas fait, mais c'est quand même un propos très fréquent. Bon, je conclurai en vous mettant quelques diapos de prise en charge. On ne va pas détailler. Là, vous avez le guide là, européen et puis je pense qu'il y aura peut-être une actualisation avec le congrès européen qui arrive. Donc, sur les interactions antidépresseurs et ARV et sur les autres médicaments, les classifications doses et effets indésirables des anxiolytiques, la prise en charge de la dépression. Donc, voilà quelques diapos à regarder un peu avec une loupe, mais qui peuvent vous intéresser à tête reposée. Et puis, voilà, la prise en charge de la dépression et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut administrer. Et là, en l'occurrence, également l'anxiété. Et puis, dépression, voilà. Et surtout, n'oubliez pas la psychothérapie. C'est-à-dire, on ne résout pas les problèmes psychiatriques à coups de médicaments. On doit écouter la personne, on doit l'aider à réfléchir à ce qui lui arrive et l'aider à modifier un peu, à comprendre comment elle peut modifier sa pensée, retrouver un peu de désir de vivre. Et parfois, on est obligé de travailler avec l'entourage pour leur expliquer que c'est pas une maladie de la volonté, que la personne ne peut pas s'en sortir en vous décidant de s'en sortir, que ça demande des soins et une prise en charge. Voilà, merci. Merci, Merci beaucoup, Françoise. Tu as parfaitement respecté ton temps. C'est merci. Ouf. magnifique et merveilleux. Et ça a remis plein de choses claires. Enfin voilà, je pense que ça a remis des définitions claires dans la tête des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Et pour qu'on parle aussi un petit peu le même langage pour les Oui. présentations qui suivent, pour la pratique clinique, etc. Alors, vous vous souvenez peut-être que pour ceux qui ont déjà participé, que les questions se font plutôt par écrit, si c'est OK pour vous. Et donc, vous avez un endroit dédié pour les questions qui est un endroit questions-réponses ou Q et R si vous êtes en français ou Q, N et si vous êtes en anglais. Et c'est là que vous pouvez poser vos questions à Françoise. Je vais les lire pour vous et, euh, et Françoise pourra y répondre. Allez-y, parce que pour l'instant, j'ai pas de questions. Ah voilà, j'ai une première question. Il suffit de le dire, bien sûr. La première question est tout à fait pragmatique. C'est pour savoir si on pourra avoir les présentations par après. Bon, je me permets de répondre, Fiona McPreazzi de la Fravie. Donc, les présentations seront mises sur le site de la Fravie et les enregistrements sur notre chaîne YouTube d'ici une semaine. Il faut juste que l'équipe puisse se mobiliser pour les mettre. Mais voilà, ça répond à la question, je pense. Et la chaîne YouTube est gratuite, hein, c'est juste.
Oui, absolument. Et l'accès aux présentations écrites également. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Françoise? Est-ce que les questions vont venir peut-être aussi petit à petit? On peut faire d'autres d'autres Alors, moments de questions. Ça peut se mélanger ouais. aussi à travers Charlotte, les présentations. Oui, Charlotte, je sais bien que il y a une chose dont j'ai pas parlé parce oui. qu'évidemment, il faut aller vite, mais je sais bien que tout le monde manque de moyens et que ce petit topo là, ça visait à vous donner des indicateurs pour que vous, même si vous êtes infectiologue ou que vous n'êtes pas psy, vous repériez des choses et ça peut vous aider comment dire, à dépister. Euh, et encore une fois, je sais bien que vous souffrez. D'un manque de personnel psy, que ce soit les psychiatres, les psychologues, et que ce qu'on fait là tout de suite, c'est assez compliqué. J'ai des questions qui arrivent dans le chat. La première question, c'est quelqu'un qui dit que, et c'est tout à fait juste, que c'est parfois difficile de faire la différence entre des possibles symptômes de dépression et du ralentissement lié plutôt à l'âge. Comment faire pour pouvoir faire la différence entre les deux? C'est une très bonne question. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez discriminant, c'est de parler de l'envie. C'est-à-dire, les personnes déprimées n'ont plus beaucoup d'envie. Il y a pas mal de gens âgés, quand ils vont bien, même s'ils ne se souviennent pas de grand-chose, qui peuvent avoir envie de bien manger ou de choses de la vie quotidienne, ou de voir leurs enfants, etc. Quand on est déprimé, pour être un peu grossière, on se fout un peu de tout. Donc la discrimination, pour moi, elle passe souvent par des questions comme ça. L'envie. Est-ce que les gens ont envie ou est-ce qu'ils ont une perte d'appétit de vivre? Parfait. Alors, une deuxième question. Qu'en est-il? Bah, c'est une question extrêmement vague, donc il ne faudra pas faire trop long. Qu'en est-il des psychoses chez les PVVIH? Peut-être, Euh, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est plus fréquent que dans la population Alors, générale, par exemple? non, c'est pas plus fréquent. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle pas. Il y a très peu de travaux là-dessus parce que les psychoses, c'est quand même des éléments, par exemple, délirants ou hallucinatoires. Ou délirants, par exemple, la paranoïa, la schizophrénie avec de la déréalisation, etc. Les psychotiques sont pas particulièrement touchés par le VIH. Et le VIH, en tant que tel, ne déclenche pas de psychose, sauf des syndromes, par exemple des hallucinations, mais là, ça va être des atteintes organiques. Par exemple, ça pourrait être ce qu'on retrouve aussi dans l'alcoolisme, avec un Korsakoff, etc. Donc non, la psychose n'est pas comment dire, un élément très intéressant chez les personnes vivant avec le VIH. Ok, j'ai une question qui demande comment gérer les interactions médicamenteuses entre antidépresseurs et antirétroviraux. Bah, c'est pour ça que je vous ai mis le tableau, je crois, le tableau là, avec plein de petites entrées qui a regardé à la loupe. C'est-à-dire, faut se repérer, faut se référer à ce qu'on voit, hein. En plus, les personnes ont souvent beaucoup à ce qu'on lit, pardon, hein, parce on perd souvent plusieurs médicaments. Donc, franchement, on est plus en train de taper, je sais pas moi, Séroplex, plus. Bicrave, plus un médicament contre la tension. Enfin, on est dans des systèmes d'interaction médicamenteuse des fois un peu complexes. Moi, franchement, c'est Internet, hein. Enfin, je me risque pas à faire des mélanges que je connais pas. Alors, j'ai une question qui est plus, je dirais, d'un cas clinique pratique, d'un des collègues qui a un cas clinique d'une petite jeune fille qui s'est mariée avec un homme PVVIH sans le savoir, qui a découvert plus tard le statut de son mari et qu'en fait, ce mari était en fait HSH. Elle a ensuite divorcé suite à cette découverte et elle garde une peur et des affects plutôt dépressifs d'après le collègue qui demande un petit peu comment il peut aider cette personne. Bah, c'est un cas complexe parce que moi, je pense qu'il y a probablement aussi des éléments d'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire découvrir le VIH, c'est déjà, ça peut être quand on s'y attend pas du tout. C'est-à-dire quand justement quand c'est un élément traumatique. Découvrir que son mari n'est pas celui qu'elle croit. Découvrir être obligé de divorcer, etc. Euh, on- enfin,
si on faisait la sémiologie de la dépression, des troubles anxieux et des états de stress post-traumatique, je crains que cette jeune femme n'en ait beaucoup dans chacune des éléments diagnostiques. Si vous voulez, moi, ce que je pense, c'est que comme ça, spontanément, ça va être quand même probablement qu'elle a besoin d'un peu d'antidépresseurs. Peut-être qu'elle a besoin aussi de dormir, c'est-à-dire que les gens qui ont des soucis, qui ont des poids comme ça vitaux sur les épaules, ont beaucoup de troubles du sommeil. Et puis après, ça va être une prise en charge au long cours, hein. On ne se remet pas d'éléments aussi lourds facilement, hein. Mais euh, encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs comment dire, lignées diagnostiques qui sont présentes chez elle, hein. Et alors, encore une question. En fait, j'ai deux questions de deux collègues différents, mais qui vont exactement dans le même sens. Donc, je vais la résumer en une seule question, qui est, est-ce que les données que tu as montrées impressionnantes sur le taux enfin, le risque de décès par suicide chez les PVIH, si élevé par rapport à la population générale, pourraient être liées aussi à leur orientation sexuelle? Est-ce que c'est surtout chez les HSH que l'on voit ça et que, par exemple, le fait d'être HSH dans des pays où c'est criminalisé, où on est obligé de vivre dans le secret, aurait une influence sur ce sur ce risque de décès par suicide? Alors, la réponse est oui et non. Oui, les personnes, les homosexuels, pour être rapide, ont déjà des difficultés psychologiques liées essentiellement à la stigmatisation et à aussi l'autostigmatisation, etc. Donc, il y a déjà des taux de suicide plus forts, mais ça va être pondéré par le fait que, par exemple, la petite jeune fille là, dont on vient de parler à l'instant, ça m'étonnerait qu'à un moment ou à un autre, elle n'ait pas eu des idées suicidaires, hein. Donc il y a aussi toute une population VIH positive qui pense que sa vie se termine, que ça vaut pas la peine de vivre, que la personne, par exemple, quand il s'agit des femmes, qu'elle a plus d'enfants, qu'elle peut pas avoir d'enfants, même si c'est faux, beaucoup de moments comme ça qui sont très à risque de suicide. Donc, vous voyez, oui, il y aura plus de troubles psy chez les personnes vivant avec le HSH, en particulier à cause de la criminalisation, etc., et du rejet familial et du rejet massif, hein. Ça, c'est sûr, mais pas que. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je relis, mais non. Il y a aussi des remerciements pour ta présentation, Françoise. Ben, merci de votre attention, hein, réellement. Voilà. Et du coup, on va passer à l'oratrice suivante. Merci encore, Françoise. Merci Charlotte, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc, je vais vous présenter le docteur Gabriel Laborde-Ballet, qui est anthropologue de la santé, chercheur associé chez Trans-VIH-Me à l'Institut de recherche et développement. Ces thématiques de recherche portent essentiellement sur le VIH en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elles s'intéressent aux vulnérabilités liées au VIH, la prise en charge des enfants et des adolescents, les échecs thérapeutiques, les migrations des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le vieillissement avec le VIH, la protection sociale. Elle a travaillé dans plusieurs pays d'Afrique. Elle occupe actuellement un poste d'appui au Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann à Dakar. Alors, Gabriel va nous parler du versant plutôt de vieillir avec le VIH. Et on va commencer par le quiz comme tout à l'heure. Merci, Gabriel. Merci pour cette introduction et bonjour. Alors, les quelques petites questions. Donc, euh, petite 1, quelles affirmations sont exactes? Alors, ce sont des choix multiples. On estime que d'ici 10 ans, il y aura 20 à 30 millions de personnes âgées vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. Deuxième proposition, d'ici 10 ans, il y aura 6 à 10 millions de personnes âgées vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, 50% et au Cameroun, 30% des personnes âgées ont une pension retraite. Au Sénégal, 19% et au Cameroun, 13% des personnes âgées ont une pension retraite. Ça, c'était la première série de questions.
La deuxième série, quelles affirmations sont exactes? Choix multiples aussi. La moitié des personnes âgées vivant avec le VIH ont au moins une comorbidité. Dans les pays du Nord et du Sud, plus de 90% des personnes âgées vivant avec le VIH ont une charge virale indétectable. En Afrique de l'Ouest, on estime que moins de 10% des personnes âgées vivant avec le VIH souffrent de troubles dépressifs. Et en Afrique de l'Ouest, on estime que près de 18% des personnes âgées vivant avec le VIH souffrent de troubles dépressifs. J'espère que tout ça n'est pas trop dense. Ok, donc allez-y, lisez bien chaque proposition, votez, on vous laisse quelques secondes, mais il y a déjà un bon taux de participation, cette fois-ci je le vois. Euh, C'est bon, là, Charlotte, c'est pardon. bon, C'est coupé. voilà, donc on va arrêter le vote et regarder les réponses. Bon, je trouve que les participants sont bien informés. On va voir les réponses dans la présentation, mais effectivement, c'est pas mal. Alors, je vais partager ma présentation. Première diapo. Et je vais mettre plein écran. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Parfait. Ah, super. Ah, alors. Voilà. Donc, la présentation s'intitule Vieillir avec le VIH, perspective anthropologique au Cameroun et au Sénégal. En Afrique, l'usage des antirétroviraux a été généralisé à partir des années 2000. Grâce à l'efficacité de ces antirétroviraux, de plus en plus de personnes vieillissent avec le VIH. Et on estime que d'ici 10 ans, il y aura 6 à 10 millions de personnes âgées vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. Ces personnes subissent les effets cumulés du vieillissement, du VIH et des ARV. Et cela pose plusieurs questions. Comment ces personnes et leurs proches vivent-elles le vieillissement avec le VIH? Et comment la société gère-t-elle leur santé? En 2013, l'ONU-SIDA a publié un document intitulé HIV and Aging qui constate la tendance à l'accroissement sur le plan mondial du nombre de personnes vivant avec le VIH âgées de plus de 50 ans. Et l'ONU-SIDA, dans ce document, recommande des réponses adaptées et nouvelles pour ces personnes en termes de prévention, dépistage et traitement appropriés, y compris pour les maladies non transmissibles. Et pourtant, en 2025, on constate que dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, les dispositifs sanitaires et sociaux tardent encore à fournir une offre de soins adaptée aux personnes âgées vivant avec le VIH. Vieillir avec le VIH, c'est donc une thématique qui est à l'intersection de deux thématiques majeures, le vieillissement et le VIH. Nous avons mené une étude intitulée Grand âge et VIH, anthropologie du vieillissement et de la maladie au Cameroun et au Sénégal, qui était financée par SIDAction et qui visait à décrire et analyser les conditions de vie et de prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH en lien avec le contexte sanitaire et social. Et donc cette étude s'intéressait aux personnes âgées de plus de 70 ans. La méthode, c'est une méthode classique en anthropologie, des enquêtes qualitatives, par entretien et observation auprès des personnes âgées, des familles, de sites de prise en charge et d'associations. Au Sénégal, elles ont concerné 31 personnes, dont 14 femmes d'un âge compris entre 70 et 90 ans. Et au Cameroun, 28 personnes âgées vivant avec le VIH, dont 21 femmes,
d'un âge compris entre 70 et 76 ans. Dans les deux pays, les entretiens ont également concerné des accompagnants familiaux, des assistants psychosociaux au Cameroun et des médiateurs associatifs au Sénégal, des soignants et des responsables nationaux de la lutte contre le sida. Alors, entre le Cameroun et le Sénégal, les contextes sanitaires sont très différents. L'accès aux ARV a été plus précoce au Sénégal qui, dès 1998, a mis en place un programme national d'accès aux ARV. La prévalence du VIH est 10 fois plus importante au Cameroun. Elle est de l'ordre de 3% en population générale en 2023 versus 0,3% au Sénégal. Et donc, le nombre de personnes vivant avec le VIH traitées par ARV est évidemment 10 fois plus élevé au Cameroun, de l'ordre de 400 000 versus 40 000 au Sénégal. Et le nombre de personnes vivant avec le VIH âgées de plus de 50 ans est également beaucoup plus important au Cameroun qu'au Sénégal. Nous avons aussi des contextes sociaux très différents et pourtant des vécus individuels et collectifs finalement assez proches. Alors nous allons voir 6 grands thèmes. Le VIH et les ARV dans la longue durée, la gestion du secret et la crainte de la stigmatisation, le déclassement économique, l'émergence des comorbidités, l'émergence de la dépendance et l'entrée harmonieuse dans le grand âge. Le VIH et les ARV dans la longue durée. Je vis avec cela. Cela ne me pose plus de problème. Je suis habituée. On oublie presque qu'on est malade, dit Aminata, âgée de 70 ans, qui est sous ARV depuis 21 ans et qui vit à Dakar. Nathalie, âgée de 72 ans, qui vit à Yaoundé au Cameroun, dit à peu près la même chose dans d'autres termes. Je sais que la tempête est passée. Quand on m'a annoncé la maladie, je sentais que j'étais déjà cadavre. Mais c'est passé. Maintenant, je prends juste mes remèdes. Dans les années 2000, les traitements ARV étaient complexes, lourds, coûteux, avec des effets secondaires gênants. Le dépistage se faisait le plus souvent à un stade avancé de la maladie. Les patients étaient dans un état sanitaire très dégradé et le vécu initial était souvent dramatique avec une peur de la mort. En 2023, la durée moyenne et médiane de traitement par ARV des personnes rencontrées dans le cadre de notre étude était de 10 ans au Cameroun et 16 ans au Sénégal, avec un maximum de 22 ans. Toutes avaient une charge virale indétectable. Les traitements étaient considérés par elles comme simples et bien tolérés, et la plupart affirmaient avoir retrouvé une vie normale. La gestion du secret et la crainte de la stigmatisation sont malgré tout une préoccupation majeure pour ces personnes. Le partage de l'information sur la maladie avec les proches s'est fait généralement au moment du diagnostic, en fonction du contexte initial de découverte de la maladie, c'est-à-dire soit au cours d'une hospitalisation, et dans ce cas, le partage se faisait avec les accompagnants et les aidants financiers, soit au cours d'une consultation, quelquefois un dépistage de routine ou alors à la suite de signes cliniques. Et là, le partage était souvent avec le conjoint ou alors avec un confident, très souvent une mère, une grande sœur. Dans la durée, ensuite, il y a eu une normalisation sociale. Grâce au traitement, les personnes ont retrouvé un bon état de santé. Elles ont pu assurer leurs rôles sociaux, professionnels, familiaux. Certaines se sont mariées, ont eu des enfants. Et la situation, sur le long terme, est restée un peu figée. Il y a eu très peu de nouveaux partages par la suite. Et même dans le cas où il y a eu des remariages à la suite de divorce ou à la suite de veuvage, les personnes ont généralement peu partagé avec les nouveaux conjoints. La vie quotidienne demeure dominée par le secret et la crainte de la stigmatisation liée au VIH. La crainte permanente d'une condamnation morale sur les circonstances de leur contamination est quelque chose de très prégnant et elle est majorée chez ceux qui sont dépistés à un âge avancé en raison du tabou sur la sexualité des personnes âgées et cela concerne particulièrement les femmes. Les personnes développent des stratégies de gestion du secret avec des conséquences variables. Cela entraîne diverses situations d'auto-exclusion pour éviter un dévoilement.
Et en particulier, le secret est l'un des principaux motifs de refus de remariage chez les veuves au Sénégal. Au quotidien, dans l'espace domestique, les personnes cachent leurs médicaments et justifient les visites médicales par diverses affections en disant qu'elles vont en rendez-vous pour soigner une hypertension ou un diabète. Les enfants sont rarement informés de la maladie, même s'ils sont adultes. Voyons maintenant le déclassement économique. Avec l'avancée en âge, on assiste à un arrêt des activités professionnelles. Cela entraîne une diminution majeure des ressources économiques. Au Sénégal, seuls 19% des plus de 60 ans ont une pension de retraite, d'un montant souvent faible, autour de 66 000 francs CFA en moyenne, ce que représente 100 euros par mois. Les veuves ont des pensions de réversion encore plus faibles et qui sont divisées entre les épouses en cas de polygamie. Et au Cameroun, environ 13% des plus de 60 ans ont une pension retraite. Dans tous les pays, les personnes âgées tentent donc de travailler tant que leur condition physique le leur permet. Mais quand l'incapacité de travailler survient, on assiste alors à un déclassement économique avec une restriction ou une limitation des rôles sociaux. Cela entraîne des situations de précarité et de dépendance exacerbées et tout cela a un impact sur la santé physique et psychologique. Et on est dans un contexte de pauvreté et de chômage des jeunes qui entraîne une inversion du rapport d'entraide où finalement ce sont souvent les personnes âgées qui se retrouvent à aider financièrement leurs enfants et quelquefois même leurs petits-enfants. L'émergence des comorbidités. Avec l'âge, surviennent aussi les maladies chroniques. Les plus fréquentes sont l'hypertension, le diabète et leurs complications. Ces maladies complexifient le suivi médical parce que la prise en charge doit se faire dans différentes structures. Les personnes qui sont prises en charge dans les structures VIH sont très souvent référées vers des spécialistes pour traiter l'hypertension ou le diabète ou une autre pathologie. À cela s'ajoute le coût des traitements et les difficultés d'observance. Pour les personnes, ces médicaments pour les maladies chroniques sont souvent jugés moins prioritaires que les ARV, mais elles ont aussi souvent reçu moins d'explications de la part des médecins. On a une augmentation des dépenses de santé. 50% des personnes âgées vivant avec le VIH ont au moins une comorbidité qui nécessite un traitement régulier. Or, il n'y a pas de gratuité pour le traitement des comorbidités, contrairement au traitement des ARV, qui est gratuit dans la plupart des pays. Nous avons mené une étude reste à charge sur les restes à charge à Dakar auprès de patients âgés, diabétiques ou hypertendus. Et on a constaté que pour une consultation de routine, entre le prix de la consultation, le prix des prescriptions médicales, des médicaments et des examens, les personnes dépensaient entre 20 000 et 30 000 CFA, c'est-à-dire 30 à 45 euros, pour cette consultation. Et ce, dans le contexte d'un dispositif de couverture maladie qui est défaillant. Le coût des soins est donc un véritable casse-tête pour les personnes âgées vivant avec le VIH et leurs familles. L'émergence de la dépendance. Avec l'âge, surviennent aussi petit à petit des limitations fonctionnelles, des difficultés à se déplacer, une cécité. Et cela nécessite des aides pour les activités quotidiennes liées à la maladie. Par exemple, pour accompagner les personnes aux rendez-vous médicaux, pour une aide à la prise quotidienne des médicaments. C'est un premier palier de dépendance qui entraîne la sollicitation de l'entourage et cela entraîne parfois une obligation de dévoilement de la maladie, quand par exemple l'aidant est obligé de l'accompagner dans une consultation VIH ou alors quand il est amené à l'aider à prendre des ARV et donc à voir les boîtes de médicaments. L'accompagnement familial n'est pas dénué de conflits et de tensions. Nombre de personnes rencontrées se plaignent du manque de respect et de considération à leur égard. Karim, âgé de 84 ans, explique par exemple: si c'est pour dire la vérité, ma femme et mes enfants n'ont pas de respect pour moi. La famille est en train de vivre grâce à ma pension, mais d'eux, je n'ai pas de considération. Et ça se produit
très souvent dans un contexte où il y a une histoire de la maladie du VIH dans la famille qui a généré des conflits familiaux. Heureusement, il existe aussi une entrée harmonieuse dans le grand âge. Et dans le cadre de notre étude, nous avons essayé de déterminer quelles sont les conditions favorables à cette entrée dans le grand âge d'une manière harmonieuse. Alors, c'est le fait d'avoir des enfants qui sont insérés économiquement et qui peuvent donc se répartir la charge du parent âgé. Des enfants qui sont débiteurs de soutien ancien et une absence de conflits familiaux majeurs. Et en retour, les personnes âgées peuvent s'investir dans leur rôle dans la famille. Je ne fais rien comme activité à part garder mes petits-enfants qui me tiennent compagnie. Je suis la Yaï, c'est-à-dire la mère, explique Ndeye, qui a 74 ans et qui vit à Dakar. Et cette personne, Ndeye, a partagé sa maladie avec son fils aîné, c'est le seul qui est informé, et il l'aide au quotidien, mais il préserve aussi le secret vis-à-vis du reste de la famille. Alors, quelques commentaires. Le vécu du vieillissement dans les pays du Sud sans le VIH a fait l'objet d'une abondante littérature scientifique qui décrit les changements sociétaux qui érodent la gérontocratie et marginalisent les personnes âgées, l'habitat urbain qui rend difficile la fréquente cohabitation intergénérationnelle avec des logements exigus, la faiblesse, voire l'inexistence des dispositifs de protection sociale, la nécessaire solidarité familiale avec ses limites et ce qui entraîne une mise à l'épreuve des aidants familiaux. Et la précarité des femmes âgées, plus importante même que celle des hommes, et un sentiment d'isolement. Toutes ces contraintes sont identiques pour la plupart des personnes âgées. Le vécu du vieillissement dans les pays du Sud avec le VIH a fait l'objet d'une littérature scientifique plus récente. Elle date d'à peu près 2015. Et elle décrit les effets cumulés de toutes ces contraintes globales, mais en plus des spécificités du VIH, qui sont la crainte persistante de la stigmatisation et de la gestion du secret, l'impact sur la mobilisation des réseaux de soutien, on l'a vu, les circuits de soins différents qui s'ajoutent aux circuits habituels de suivi du VIH. Il y a des similitudes et des différences nord-sud dans le vieillissement avec le VIH. Les similitudes, c'est que c'est une population qui se considère comme des survivants du VIH, qui ont généralement une charge virale indétectable pour plus de 90% des personnes et qui ont des multimorbidités et une polymédication. Les différences, c'est avant tout le sexe ratio. Il y a davantage d'hommes au nord dans cette population et de femmes au sud, une absence de couverture sociale au sud et donc une plus grande dépendance familiale. L'impact de l'âge et du VIH sur la santé mentale, ça rejoint un peu la présentation de Françoise. Il y a peu d'études sur les troubles dépressifs chez les personnes âgées vivant avec le VIH et les résultats sont très variables selon les outils utilisés. Une méta-analyse composant 12 études dans le monde a montré une prévalence de moyenne de 28% des troubles dépressifs chez cette population. En Afrique subsaharienne, une étude a montré une grande variation selon les pays entre 6 et 59%. Et en Afrique de l'Ouest, une étude a montré que presque 18% des personnes âgées vivant avec le VIH présentent des troubles dépressifs au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Alors, les auteurs s'accordent sur les facteurs associés à ces troubles dépressifs, qui sont souvent le chômage, les bas revenus, qui sont des facteurs de stress face aux dépenses de santé, la stigmatisation liée au VIH, le sentiment de solitude et la présence de comorbidités. La prise en charge de la dépression chez les personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. Alors, il y a peu de spécialistes en Afrique subsaharienne, de manière générale. Bon, ça dépend des pays, mais si on prend de manière générale. Aussi, l'OMS, en 2008, a promu une approche
task shifting, c'est-à-dire délégation de tâches, avec formation de personnel non spécialisé, des infirmiers, des acteurs communautaires. À partir de cette approche, il y a eu diverses applications. Des expériences ont été menées en Ouganda et en Afrique du Sud sur des psychothérapies de groupe animées par des non-spécialistes. Et Charlotte Bernard et ses collègues ont mené une expérience de thérapie interpersonnelle de groupe à Dakar, qui a montré une bonne acceptabilité et une baisse des signes de dépression. Ces auteurs recommandent d'évaluer la faisabilité et d'adapter ce type de thérapie aux spécificités des personnes âgées vivant avec le VIH, justement aux spécificités de l'âge. Alors en conclusion, on peut dire que les personnes âgées vivant avec le VIH vivent dans la crainte de la stigmatisation et du secret autour de la maladie, très souvent dans une précarité économique et un sentiment d'isolement. Au Cameroun, au Sénégal, comme dans bien d'autres pays d'Afrique, on constate une absence de protection sociale fonctionnelle, que ce soit retraite ou couverture maladie, qui exacerbe les difficultés et laisse aux seules familles la prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH. On constate aussi l'inadaptation des dispositifs sanitaires et sociaux aux besoins de ces personnes. Les associations liées au VIH commencent tout juste à appréhender les besoins de leurs membres âgés, mais les réponses sont encore limitées. Et au-delà du VIH, il y a une vraie nécessité à mobiliser les pouvoirs publics pour une politique sociale des personnes âgées dans leur ensemble. Et là, vous avez une photo qui représente une réunion du Conseil national des aînés du Sénégal, qui est l'une des seules associations de personnes âgées en Afrique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était super intéressant. Et, euh, et alors, c'est chouette aussi d'avoir une vue de cette population particulière des personnes âgées et de leurs défis des personnes âgées en Afrique subsaharienne et de leurs défis à relever quotidiennement, qui s'imbriquent évidemment dans toute une série de choses sociétales, en plus du VIH, en effet. Alors, on va prendre les questions. Euh, voilà. Donc, j'avais encore ici euh, des questions. Ah ben, voilà, il y a quelqu'un qui remercie. Il y a quelqu'un qui remercie pour ses présentations et ses deux présentations. Quelqu'un qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire et qui dit qu'au moins il se sent moins seul. Il y a une question sur les effets secondaires qui peuvent se développer chez des personnes âgées qui ont eu, parce que tu as montré des gens qui avaient 20 ans, 24 ans d'antirétroviraux derrière eux. Est-ce que chez ces personnes, on peut voir des effets secondaires particuliers et est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur la santé mentale? Alors, les effets secondaires, les premiers antirétroviraux avaient souvent des effets secondaires assez lourds, euh, avec des vertiges, des atteintes rénales, des atteintes cutanées. Maintenant, les antirétroviraux actuels sont quand même des molécules qui ont très peu d'effets secondaires. Et notamment, depuis quelques années maintenant, on a des protocoles à base de dolutegravir qui ont très peu d'effets secondaires. Et donc, c'est beaucoup mieux supporté. Ceci dit, même avec le dolutegravir, maintenant, on commence à avoir des effets secondaires, pas seulement pour les personnes âgées, mais pour toutes les personnes. Par exemple, des prises de poids. Donc, ça sera à surveiller. Mais ce qu'on peut quand même voir, c'est que très souvent, les personnes âgées témoignent d'effets secondaires dans le passé, quand elles ont commencé à prendre et qu'elles avaient des neuropathies périphériques extrêmement douloureuses, des vertiges avec certains médicaments. Et petit à petit, avec les nouveaux traitements, c'est très bien toléré et maintenant, elles n'ont quasiment pas d'effets secondaires.
Merci. Euh, et donc, en termes, voilà, je complète peut-être un tout petit peu la question. S'ils ont eu des antirétroviraux très lourds qui ont éventuellement laissé des séquelles, donc des polyneuropathies douloureuses, peut-être des lipodystrophies qui peuvent être aussi stigmatisants, est-ce que ça peut impacter la santé mentale de ces personnes plus âgées? Avec les lipodystrophies, effectivement, on a eu beaucoup de troubles de dépression et de troubles de l'image. C'était extrêmement traumatisant pour les personnes et notamment pour les femmes, des images corporelles. Euh, dans certains cas, ça a régressé, dans d'autres cas, ça n'a pas régressé. Mais très souvent, ça appartient maintenant un peu au passé. C'est les personnes à l'heure actuelle, finalement, les antirétroviraux actuels ne présentent plus, enfin, les antirétroviraux qu'elles prennent maintenant n'ont plus ces effets secondaires. Par contre, avec le dolutegravir, on recommence quelquefois à avoir des prises de poids et ça commence à devenir gênant. Et ça sera quelque chose à voir dans les prochaines années, surtout que c'est un traitement qui est généralisé à toutes les personnes. J'ai une autre question. Donc un collègue qui demande si le CLM, il faudra peut-être préciser, ne peut pas aider dans le plaidoyer pour une meilleure prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH, pour par exemple prioriser leur prise en charge médicale. Alors, le CLM, Donc, je ne sais pas, ça doit être une abréviation qu'on ne connaît pas, mais en effet, est-ce qu'il y a dans les pays d'Afrique subsaharienne une façon de pouvoir prioriser la prise en charge de ces patients qui sont quand même peut-être plus fragiles de oui. par ces vulnérabilités liées au VIH et qui sont additionnées à toutes leurs vulnérabilités déjà, mais avec le problème de la stigmatisation, évidemment. Oui, alors il y a les associations, hein, dans tous les pays, il y a des associations, des réseaux associatifs qui sont très actifs depuis le début de la lutte contre le VIH et qui ont beaucoup fait pour justement la lutte contre la stigmatisation. Ces associations sont organisées en réseau. Alors au Sénégal, on a le réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH, le RNP+, qui regroupe une multitude d'associations et qui sont très, très militantes, qui travaillent avec les programmes nationaux et qui commencent maintenant petit à petit à prendre en main ce problème du vieillissement. C'est encore nouveau, hein. Jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment de prise de conscience des spécificités des patients âgés. Mais il y a maintenant une prise de conscience petit à petit. Et puis, dans la société civile, il y a d'autres associations aussi. Il y a des associations de diabétiques, des associations de personnes vivant avec les hépatites, donc d'autres pathologies. Et aussi, bon, au Sénégal, le Conseil national des aînés. Ce sont des associations, donc la société civile, qui commence aussi à pouvoir mener des actions de plaidoyer pour une meilleure prise en charge. Et il y a les programmes nationaux VIH aussi qui commencent à se saisir de la question. Et au Sénégal comme au Cameroun, pour la première fois, les plans, dans les programmes, dans le plan national, on a introduit en 2023 la question de la prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH d'une manière spécifique avec des actions données. Et ça, c'était vraiment une première. Merci beaucoup, Gabriel. Juste, Charlotte, il y a une main levée. Il y a Joël Peloua. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Joël Peloua, je suis guinéen, mais actuellement résident en France, précisément à Lille, et étudiant en structure sanitaire, en master, et président de l'association, président de l'initiative médico-sociale de Guinée, et vous la double espace. Alors, cette thématique était tellement intéressante que je me suis inscrit pour voir sur à distance. Suite à la dernière intervenante, l'intervenante qui vient de tout à l'heure,
Ma question, c'est de savoir, puisque les données qu'elle a présentées sont vraiment des données très intéressantes, si toutefois que ces données aussi reflétaient également aussi les mêmes choses comme la Guinée, parce que j'ai réussi à travailler dans un centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Le côté que je veux en venir, c'est beaucoup plus le côté de la stigmatisation, qui est vraiment un enjeu très préoccupant au sein de la population, où les gens euh, font attention à leur statut sérologique en Afrique. Alors, les données qu'elle a présentées, j'aimerais savoir, est-ce que ces données-là peuvent être aussi, peuvent faire une corrélation avec certaines données, telles que pour la Guinée, le cas par exemple, ou beaucoup plus, sauf erreur de ma part, le taux de prévalence est à 1,5 ou 1,7 comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir quelques données qui peuvent refléter, si toutefois qu'elles sont actualisées, qu'on puisse avoir une idée générale sur le côté de la stigmatisation au sein de ces entités, au sein de ces populations dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple? Oui, merci pour votre question. Oui, vous avez tout à fait raison, hein. Je pense qu'en Guinée, le problème est à peu près le même. Alors, on a vu que entre le Cameroun et le Sénégal, la prévalence est très différente. Elle est 10 fois plus élevée au Cameroun, elle est de 3%. Elle est de 0,3% au Sénégal, et la Guinée, c'est entre les deux. Et ce qu'on a vu en fait, puisque l'étude était menée à la fois au Cameroun et au Sénégal, c'est que finalement, le vécu n'était pas très différent. Et le problème de la stigmatisation se posait à peu près de la même manière. Alors peut-être un peu plus important dans certains cas, dans certains cas particuliers au Sénégal, mais vraiment, enfin, on a vu que le problème était vraiment présent au Cameroun comme au Sénégal, et je ne doute pas qu'en Guinée, ce soit la même chose. D'accord. Merci beaucoup. Alors, parce que les données sont tellement intéressantes que c'est tellement bien à en parler, parce que nous intervenons aussi dans ce secteur qui est dans dans ce domaine qui est le VIH avec notre structure. Et est-ce qu'après, nous pouvons accéder à votre diapo, si toutefois que c'est possible, hein, les deux intervenants qui sont passés, qui sont succédés, est-ce que ce serait possible que nous ayons les diapos pour pouvoir lire davantage afin de se nourrir? Parce que je le dis, aujourd'hui, nous avions une action aujourd'hui ici en France. On a lancé la première édition cette année. La prochaine édition sera axée sur le VIH-Sida avec l'intervention des spécialistes ici en France dans les CHU et qui va vraiment nous permettre de pouvoir encore beaucoup plus communiquer auprès de la population en général, en France et aussi en Afrique précisément. Donc, cela va nous permettre vraiment d'avoir beaucoup plus de connaissances de façon élargie pour que nous ayons vraiment une prise de position à pouvoir sensibiliser la population en général pour vraiment euh, leur faire comprendre que ce n'est pas un handicap, mais plutôt quelque chose que nous pouvons en tout cas vivre avec et travailler avec, même vieillir avec, comme le thème indique. Donc, si je voulais ajouter quelque chose, c'était un peu dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, je crois que la question avait déjà été posée. Oui, je crois que les présentations seront disponibles sur le site de l'AFRAVI. Je laisse peut-être... Oui, bien sûr. Merci, Gabriel. Donc, oui, disponible, consultable, mais pas téléchargeable. Si j'ai bien compris, cette demande concerne la mise à disposition de la présentation. Donc, ça, c'est à toi de voir si tu souhaites le faire. Et voilà, parce qu'en principe, on ne le fait pas. D'accord. Alors, Joël, peut-être que on peut se contacter ensuite directement. D'accord, il n'y a pas de souci. Seulement que je n'arrive pas à envoyer de message de là et je n'arrive pas à envoyer de message. Pourquoi j'ai levé la main pour pouvoir parler directement? Je ne sais Et pas vous comment pouvez cela va se mettre passer votre après. adresse mail dans le QR, s'il vous plaît. Vous avez accès à l'onglet QR et comme ça, on va noter les éléments. D'accord? On va continuer et on va accueillir notre troisième oratrice pour ce soir, que j'ai un grand plaisir à accueillir puisque c'est ma collègue avec qui je travaille au quotidien à Bruxelles. Et donc, il s'agit d'Ariane Barthélémy, qui est psychologue clinicienne au sein du service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Elle consulte à la fois dans le cadre du suivi ambulatoire des PV-VIH, mais aussi dans l'équipe de liaison pour les personnes hospitalisées avec un VIH. Travaille également sur des projets en partenariat avec les associations de terrain et les communautés de personnes vivant avec le VIH
Donc, Ariane, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté. Merci, Charlotte. Et elle va nous présenter un sujet sur le trauma avec des vignettes cliniques. Merci. Alors, tout d'abord, évidemment, le QCM, que j'ai eu un peu de mal à rédiger dans la mesure où ce sera surtout une présentation de vignettes cliniques. Donc, première question, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont fausses? Un traumatisme engendre toujours un trouble du stress post-traumatique. Le traumatisme est un processus en 2 temps. Il vient résonner avec des éléments de l'histoire de l'individu. Le dispositif mis en place pour traiter le trauma est connu et applicable à tous et toutes. Le diagnostic du VIH est un traumatisme. Les symptômes psychiques doivent être résolus le plus rapidement possible. Le patient doit être partenaire et sujet de ses soins. La deuxième question, quelles sont les caractéristiques communes de tout traumatisme? Le choc, la prise de risque, l'effraction, la tristesse, les conséquences sur l'organisation psychique. Voilà, je vous laisse le temps de répondre et je partage mon écran. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes. Vous participez très bien, donc on va avancer. On va stopper le quiz et on va regarder les réponses. Ben, j'espère que vous trouverez dans ma présentation de quoi répondre définitivement à ces 2 questions. Donc voilà, merci beaucoup pour la proposition de parler ce jour. J'espère que... Oui, voilà. Donc, je suis effectivement psychologue au service des maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre à Bruxelles, en Belgique. Et quelque part, ma présentation arrive peut-être à la fin de celle du docteur Linard, en fait, notre première intervenante, qui parlait de la psychothérapie et de la psychologie comme façon aussi d'aider les patients. Donc, en quelques mots, je suis psychologue donc, en maladies infectieuses et j'aide les patients à l'intégration de leur diagnostic et je les soutiens, eux et leur entourage parfois. Mon cadre théorique est celui de la psychanalyse, mais pas une psychanalyse dans un divan, c'est une psychanalyse de terrain où je rencontre donc des sujets pour moi. Pour le trauma, dans la définition psy, en fait, on reprend les grands éléments des critères impliqués en médecine, à savoir la dimension d'un choc violent avec effraction. Donc, certaines personnes de mon courant psy parlent de traumatisme pour dire à quel point ça vient faire trou, ça vient faire effraction chez l'individu. Et donc, ce choc violent par effraction comporte des conséquences sur l'ensemble de l'organisation psychique, qu'on appelle donc un traumatisme. Donc, c'est un afflux d'excitation qui est excessif et qui déborde la capacité du sujet à y faire face. Le trouble du stress post-traumatique, c'est plus une entité définie par les psychiatres que par moi, en tout cas comme psychologue. J'aurais tendance à dire que c'est une réaction à un trauma, mais qui est prolongée, intense, désagréable et dysfonctionnelle suite à un événement traumatique exceptionnellement catastrophique. Plusieurs symptômes apparaissent à cette occasion. Tous les symptômes dits d'intrusion, donc c'est des pensées non choisies. Il y a des flashbacks, la personne revit ce qu'elle a vécu, elle a des réminiscences, elle fait des cauchemars. J'ai comme ça un patient, par exemple, qui ne sait plus prendre le tram parce qu'il revit un trauma qu'il a vécu avant, où il y avait la même chose, beaucoup de personnes au même endroit, avec des bruits de foule, etc. C'est insupportable, il revit tout à fait ce qu'il a vécu. Il y a du coup des comportements d'évitement. Typiquement, ce patient-là ne prend plus les transports en commun. On va avoir des patients qui vont oublier complètement ce qui leur est arrivé, ils vont être un peu dissociés, ils vont avoir l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre ou comme s'ils étaient un peu décalés de leur corps. Ils vont se replier sur eux-mêmes, ne pas pouvoir parler, ne pas vouloir parler. On va retrouver également des effets négatifs sur les pensées et l'humeur.
ça va être un sentiment parfois de détresse et de désespoir absolu qui peut aller jusqu'à des idéations suicidaires. Et une hypervigilance, qui est quelque chose que moi j'observe souvent quand même chez les patients qui ont un vécu traumatique. Alors, les insomnies, bien sûr, parce que la tête fonctionne tout le temps et qu'il est très difficile de se laisser aller au sommeil, mais aussi parfois des sursauts, donc des bruits, le moindre bruit les fait sursauter, il y a une forme de nervosité. J'ai un patient qui nomme ça de manière assez jolie, je trouve. Lui, il me parle de son insomnie en disant qu'il dort comme un gardien. Donc, un trauma ne donne pas forcément un trouble du stress post-traumatique. Il peut aussi avoir pour conséquence des symptômes ou un symptôme à bas bruit. Je le montrerai dans mes vignettes cliniques. Et donc, un traumatisme, c'est toujours un aménagement singulier. C'est un sujet qui vit un traumatisme et donc, ça ne s'exprime pas toujours de la même façon. Dans ma clinique à moi, on a tendance à dire que le trauma, ce qui va faire traumatisme à un moment donné, souvent vient en écho de quelque chose qui s'est passé avant dans le passé. Et donc l'angoisse qu'ils ressentent au moment maintenant, au moment T maintenant, en fait, est liée aussi à une angoisse dans le passé. J'ai comme ça un patient qui a développé des manifestations assez importantes d'angoisse autour de son diagnostic de séropositivité au VIH, mais qui était très, très lié à des abus vécus dans le passé. Et c'est comme ça que le VIH est devenu traumatique pour lui. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de patients pour lesquels le diagnostic de séropositivité au VIH n'est pas traumatique en soi, ou ne va pas le ramener à développer des symptômes liés à un traumatisme. Moi, je vais vous exposer deux cas cliniques assez différents. Monsieur K qui présente ce qu'on appellerait un trouble du stress post-traumatique assez important, et Madame A qui, elle, va faire un petit nouage un peu étonnant avec le VIH et son incompliance au traitement. Donc, Monsieur K, c'est un jeune homme qui est né en 2000. Il est tout jeune quand je le rencontre. Il est originaire d'Afrique subsaharienne et c'est un homme qui est homosexuel, donc qui a des rapports amoureux et sexuels avec d'autres hommes. Quelques repérages dans son histoire. Donc, il vient d'une famille assez nantie, assez bourgeoise, très éduquée. Le père est assez violent, ils ont un vécu de violence assez importante au niveau de la famille, il a des grandes responsabilités dans son pays et pas mal de pouvoir également. Sa mère est chef d'entreprise, elle est affectueuse, assez présente, et il a un frère et une sœur aînés. Lui est séropositif au VIH par transmission verticale, et donc c'est une condition qu'il partage avec sa maman et avec son père. La raison de son exil, donc en fait, il arrive en Belgique il n'y a pas si longtemps que ça, et assez rapidement, il est hospitalisé 2 mois plus tard parce que il est dans un état physique assez préoccupant. Il nous explique qu'il a fui son pays après avoir été interné de force par son père dans un camp pour une thérapie de conversion. Donc son père a découvert qu'il était attiré par les garçons et l'a enfermé dans un camp où il va vivre des tortures extrêmement importantes, physiques, psychiques, sexuelles, et où on va arrêter de lui donner ces traitements ARV sur la demande du père, parce que le père va utiliser le VIH pour dire qu'en fait, il l'a contracté en ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, ce qui est totalement faux, comme on l'a vu. Et donc ça, c'est une ironie qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de mal à intégrer. Il va s'évader avec l'aide de sa mère et de ses frères et sœurs, et il va arriver en Belgique dans la foulée. Lorsque je le rencontre, la première fois, il est hospitalisé, et au départ, moi, je viens me présenter un petit peu comme toujours, en faisant un passage de courtoisie dans le cadre de ma fonction dans ce service. Il n'y a pas de demande de la part de ce jeune homme. Il me dit que ça va plutôt bien. Il se sent plutôt bien. Il se sent en sécurité. Il se dit un peu triste, assez inquiet pour sa famille qu'il a aidé à fuir et des conséquences pour eux. Et il dort pas très bien. Mais les symptômes ne sont pas très flamboyants lors de notre première rencontre. Et puis, on va continuer à discuter. Moi, je vais venir, il va commencer à me parler un petit peu de son histoire.
Et au fur et à mesure qu'il commence à parler de son histoire, en fait, paradoxalement, à travers la parole, il va commencer à présenter une détresse psychologique extrêmement importante, avec un désespoir absolu. Donc, ce patient va complètement se renfermer sur lui-même, refuser des passages régulièrement, ne plus savoir sortir de sa chambre. Il va passer des journées entières sous sa couette avec les rideaux tirés. Il ne dort plus du tout la nuit, il n'arrive quasi plus à se nourrir, il a des idées suicidaires, il est extrêmement nerveux et hyper vigilant, il fait des cauchemars. Donc, c'est vraiment très, très important. On pourrait se dire que la parole libère, mais dans le cas présent, la parole l'enfermait, en tout cas dans un premier temps. Face à l'ampleur de la détresse, on se rend compte que c'est pas possible, qu'il va falloir déployer un dispositif à plusieurs pour l'aider à faire avec ce qu'il traverse. Et donc, il présente effectivement des maux dans son corps, donc le VIH, la reprise des traitements ARV, les douleurs, conséquences des tortures qu'il a subies, des maux au niveau du psychisme, clairement, on retrouve vraiment tous les symptômes que j'ai décrits auparavant, et quelque chose aussi autour, j'ai mis de l'âme, mais c'est plutôt de son sentiment du sens de la vie, je dirais dans quelque chose de plus spirituel. Et donc, on va commencer à travailler à plusieurs et en concertation. Et donc, au niveau du corps, il va y avoir le suivi médical, infectiologique, la reprise des ARV, le fait d'avoir le kinésithérapeute qui va venir l'aider, l'ergothérapie, donc vraiment traiter son corps. Au niveau de sa détresse de l'âme, comme je disais, en fait, moi j'ai pris contact avec l'aumônière de l'hôpital qui est venue vraiment l'aider au niveau de sa spiritualité, en fait, de son sentiment d'exister, du sens de sa vie, etc. Et moi, je vais continuer à assurer un suivi psychologique où je vais soutenir l'élan vital de cet homme. Peut-être quand même de dire que la psychiatre va être mise en place également et avec quelque chose d'assez léger dans la prise en charge où on va axer très fort au niveau du sommeil, donc l'aider à dormir, mais on ne va pas surmédiquer au niveau de l'angoisse, histoire de permettre que cet homme travaille sur ce qui lui arrive, de ne pas éteindre absolument tout ce qui se passe au risque de passer à côté de beaucoup de choses. Au niveau du travail psychologique, pour moi, ça va vraiment être de maintenir des liens de confiance et de soutenir son élan vital. Donc, il n'a plus beaucoup d'élan vital, il en a un petit peu. De temps en temps, il parle de quelque chose qu'il aurait peut-être envie de manger ou de quelque chose qu'il aurait envie de lire. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de le soutenir là-dedans et de me saisir de toutes ces petites perches, de tous ces petits bouts de vie qu'il va donner pour relancer sa machine intérieure. J'ai vraiment l'impression qu'il est comme à l'arrêt. Par ailleurs, je ne vais jamais forcer la parole, jamais le forcer à parler sous prétexte que parler, ça fait du bien. On l'a vu, parler au début ne lui fait pas du bien. C'est quelque chose qui réouvre absolument l'effroi dans lequel il est. Et donc, moi, je respecte absolument son besoin de parler parfois d'autres choses et parfois de ne pas parler du tout. Et donc, petit à petit, je ne vais pas tenter de résoudre ou de traiter rapidement tout ce qu'il dit. Je ne vais pas l'inciter à parler plus vite qu'il ne peut. Mais voilà, ça va être vraiment de respecter son rythme et surtout d'être dans un respect de lui. Donc, quand je dis, nous les psychologues, les médecins aussi, on suit les patients, eh bien, c'est le suivre au propre comme au figuré. Je le laisse marquer son rythme et donc je le mets au cœur des soins comme sujet et pas comme objet de nos soins. Je pense qu'il a été objet de la maltraitance. On ne peut pas répéter ça au niveau des soins. Petit à petit, on va observer une amélioration. Elle est progressive, elle est fluctuante, et donc il va y avoir une amélioration au niveau physique, au niveau psychique, et il va commencer à essayer d'intégrer dans son vécu ce qu'il a traversé. Et il bloque pas mal sur l'image de ce père qui à la fois était un père qui lui a apporté des soins dans l'enfance, etc., même s'il y avait une certaine violence, et en même temps, c'est cet homme qui a voulu sa destruction et qui a utilisé le VIH contre lui alors qu'il est acteur de la transmission du VIH.
Donc, vraiment, ça a été un gros lieu de blocage où il a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette tentative de comprendre et de concilier des images qui n'allaient pas ensemble. Donc, en fait, on a noué des choses autour et avec lui, avec un lien de confiance qui a été démultiplié. On était plusieurs pour ce faire. Donc, comme je dis, parler peut être menaçant pour l'économie du sujet, la manière dont la personne essaye de faire avec ce qui lui est arrivé. Moi, je pense que on peut le figurer comme ça, comme un passage de la survie à la vie. Ce jeune homme, il était dans la survie. Comment repasser vers la vie en soutenant les petits bouts d'élan vital, les petits bouts de vie qu'il avait encore, qui lui permettent de sortir d'un état de sidération complet, qui était très, très impressionnant chez lui. Et petit à petit, il crée ici plusieurs liens de confiance et il nous attribue à tous et à toutes, d'ailleurs, une fonction. Donc, moi, j'étais sa maman de Belgique, l'aumônière était sa tante de Belgique, et donc d'accepter d'endosser quelque part le rôle d'une famille symbolique à plusieurs autour de lui et avec lui. C'est bien sûr un équilibre qui est fragile, qui est constamment mis à mal. À chaque fois qu'il a des nouvelles pas bonnes du pays, il va moins bien. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on met plein de points d'ancrage avec des personnes différentes, parce que, comme je dis souvent, un tabouret ne tient pas sur deux pattes, il lui en faut plusieurs, et plus il en a, plus il est stable. Et donc, c'est la même chose pour un psychisme. L'idée aussi ici, c'est de ne pas vouloir trop vite régler le symptôme, ne pas l'évacuer, le surmédiquer. Ben oui, il est plus anxieux, mais par contre, du coup, est-ce qu'il sait encore parler de ce qui lui arrive, etc. Forcer la parole, est-ce que ça va vraiment l'aider? On peut aussi utiliser des médias pour aider le psychisme. Et donc, moi, j'ai eu le sentiment qu'en étant beaucoup, ça a permis qu'en fait, on soit tous un petit peu là et pas trop là. Et du coup, c'était pas trop menaçant pour lui. Il avait connu quelqu'un qui était trop là et qui lui voulait trop de choses, son père. Et donc, en fait, le fait d'être plusieurs petits bouts de lien, ça aidait davantage que d'avoir quelqu'un qui assurait une coordination globale de tout ça. Dans mon deuxième cas clinique, c'est une femme qui est née en 64, qui est originaire du Rwanda, qui est infirmière gériatrique et qui n'a pas d'enfant. Cette femme, elle fuit le Rwanda un petit peu avant le génocide d'avril-juin. Début de 94, elle part avec son mari et elle perd la plupart de sa famille pendant le génocide. Elle est elle-même à l'étranger à ce moment-là. Elle apprend un an après le fait qu'elle est séropositive pour le VIH et son mari décède 2 ans plus tard du sida dans le pays où ils vivent. Elle finit par arriver en Belgique en 2000 et elle est reconnue réfugiée. Elle travaille comme infirmière ici. Moi, je la rencontre parce que madame, elle est incompliante. Elle ne prend pas son traitement. Son médecin infectiologue lui a recommandé de voir une psychologue. Elle est d'accord. Et donc, le premier entretien, elle pleure beaucoup et elle m'explique son histoire et le fait qu'elle ne prend pas bien ses médicaments, etc. Au fur et à mesure des entretiens, elle ne me parle plus beaucoup du VIH et moi, par ailleurs, je ne lui en parle pas spontanément énormément non plus. Je la laisse venir avec ce qu'elle a à me dire. Elle me parle beaucoup, par contre, de ce qu'elle a traversé avec la perte des siens, le fait d'être à l'étranger pendant que ça se passait, l'effroi dans lequel elle était, et puis la mort de son mari. Et petit à petit, comme ça, un jour, elle me dit, mais je ne sais pas très bien pourquoi, mais je prends mieux mes traitements. Pourtant, on ne parle pas de ça toutes les deux, mais je prends mieux mes traitements maintenant. Et donc, elle s'en étonne. Ça dure pendant plusieurs mois et effectivement, elle est assez compliante. Et puis, il se trouve que je tombe enceinte. Elle est, à l'époque, elle est la première personne qui a capté que j'étais enceinte, alors que c'est une femme qui souffrait du fait de ne pas avoir eu d'enfant en raison de son histoire. C'était assez particulier. Donc, moi, je m'absente. Elle ne fait pas de suivi psy pendant mon absence et sur un coup de tête, décide de partir au Rwanda et ne prend plus ses traitements quand elle part au Rwanda. Et puis, elle revient, elle reprend les suivis avec moi et elle se montre compliante à ce moment-là. La dernière séance avec madame, elle est particulière parce que madame, elle recommence à être incompliante. Elle n'en parle pas avec moi. Elle parle d'un master qu'elle aimerait bien faire. J'essaye de soutenir ça parce que je sens qu'elle est du côté un peu de la vie et du côté d'un investissement pour elle-même, mais
Elle ne prend pas du tout. Et après coup, je me dis que c'est peut-être pas là que j'aurais dû la soutenir. Mais voilà, ça c'est, on ne peut pas savoir. Et en fait, elle va changer de centre de référence et donc je ne la verrai plus du tout. Chez elle, donc le symptôme qu'elle présente, madame, c'est une incompliance. C'est une incompliance importante et c'est une question qui la taraude parce qu'elle est infirmière et qu'elle dit bah, moi, je sais ce que c'est le VIH, je sais comment ça se traite le VIH et pourtant, je ne prends pas mon traitement, je ne comprends pas. Donc, elle énonce d'emblée que ce symptôme a une valeur cachée. Que l'incompliance, ce n'est pas un manque d'information, ce n'est pas les pilules sont trop grosses, c'est pas je n'aime pas les effets secondaires, c'est je ne comprends pas, je ne prends pas mon médicament. Et donc, nous, les psychologues, ben, les symptômes qui ont une valeur cachée, on les laisse parler et on ne va pas forcément parler de l'incompliance en tant que telle, parce qu'en fait, l'incompliance, c'est ce qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça cache ce qui ne va réellement pas. Et donc, moi, j'ai le sentiment qu'elle utilise le VIH à travers l'incompliance pour traiter le fait que madame a vraiment de grandes difficultés à vivre. J'ai fait ici un petit tableau pour montrer que le symptôme psy et le symptôme médical n'ont pas les mêmes valeurs, en fait. On ne les traite pas de la même manière. L'incompliance chez le psychologue, ça vient dire quelque chose qui est à écouter. L'incompliance au niveau médical, ben, on va essayer de corriger ça avec l'éducation thérapeutique, avec l'entretien motivationnel, etc., etc. Ce n'est pas forcément la même chose que moi je fais, en tout cas dans les séances. Donc, ce qu'il y a, c'est que madame, elle a trouvé ce symptôme-là, l'incompliance, pour traiter son impossible à vivre. C'est un aménagement particulier et on peut se demander ce qui se passerait si on enlevait cet aménagement particulier, comment est-ce qu'elle exprimerait cet impossible à vivre? Ça comporte des risques, évidemment. Moi, mon hypothèse, c'est que madame, elle a quelque chose de la survivante. Elle paye une forme de dette symbolique à sa communauté en étant une vivante en sursis. Son symptôme, donc l'incompliance, est une forme de compromis où elle vit, mais ne vit pas vraiment. Elle n'a pas de projet, elle n'a pas beaucoup de désirs, elle n'investit pas énormément sa vie. Et donc, c'est une manière pour elle d'être loyale. À un moment du suivi, ben, la question met le sujet face à un choix. Est-ce que je garde mon symptôme, l'incompliance en l'occurrence, ou bien est-ce que je vais faire un autre choix pour vivre autrement les choses? Madame, malheureusement, reviendra sur le symptôme qu'elle présente. Je pense également que mon absence a été quelque chose qu'elle n'a pas vécu de manière très sereine, sans vouloir en faire un flanc hein, non plus. Je suis humble quand même par rapport à ça. Mais cette absence couplée au retour au Rwanda, je pense, a dû avoir un effet chez elle. Une piste, pourtant, avait été évoquée à un moment donné, et peut-être que j'aurais dû m'en saisir davantage, c'est qu'elle avait parlé de retourner travailler comme infirmière au Rwanda. Et là, je me dis que peut-être, là, il y aurait eu quelque chose où elle payait sa dette et où elle aurait peut-être pu abandonner son symptôme d'incompliance à ce moment-là. Mais voilà, à cette époque-là, il y avait aussi une inquiétude de la part des soignants autour de ce retour et donc je ne l'ai pas soutenu. Mais rétrospectivement, je me dis que c'est peut-être là que ça aurait été intéressant. Donc, au niveau des vignettes cliniques, ce qu'on peut voir, c'est que le traumatisme va créer une effraction qui fragilise le sentiment d'unicité et de continuité. Ça fait un peu dévier les gens. C'est comme si leur chemin s'arrêtait, ils se retrouvaient en pleine cambrousse et ils ne savaient plus par où aller. Et donc la question, moi qui guide en tout cas mon intervention, c'est comment soutenir l'individu pour qu'il se crée un nouveau chemin qui intègre cette nouvelle composante sans la gommer, mais sans que ce soit trop délétère. Donc par exemple, pour Monsieur K, le fait de multiplier les autres et d'avoir sa famille symbolique ici est quelque chose qui probablement lui permet de ne pas de diminuer l'impact de ce traumatisme et d'en faire quelque chose de différent. Dans le cas de Madame A, ben, probablement que le travail d'infirmière au Rwanda aurait pu être quelque chose qui désamorçait ce besoin de payer sa dette en ne vivant pas vraiment, en ne prenant pas ses traitements. Comme je dis, je crois qu'il faut être assez humble. Ce sont nos patients qui nous mettent sur la voie. Parfois, ça rate, mais la santé mentale, c'est une quête plus qu'un accomplissement. Donc la façon dont un traumatisme passé va venir affecter la vie de nos patients, c'est l'expression de leur souffrance et c'est toujours singulier, c'est toujours propre à un patient ou une patiente et donc notre manière de les traiter doit l'être également. Les dispositifs pour Madame A et Monsieur K ne sont pas les mêmes. De la même manière, un même symptôme vient
revêtir différentes significations en fonction de la personne qui va l'exprimer. Le symptôme, il a une fonction pour le sujet, il lui sert à quelque chose. On le voit bien, Madame A, ça lui sert à traiter cet impossible à vivre, à ce sentiment de dette. Et donc, évacuer ce symptôme trop rapidement est dangereux, à mon sens, au risque que quelque chose d'autre vienne, qui soit éventuellement plus destructeur encore, et donc le maniement doit être délicat. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très singulier, la manière d'accueillir euh, les autres, les sujets, les patients. Bien sûr, c'est pas forcément facile de garder des aménagements comme ceci. Ça veut dire d'avoir un médecin qui accepte que nous, psychologues, on ne soit pas en train de dire il faut prendre vos traitements, etc. Moi, je pars du principe qu'il y a suffisamment de gens qui le disent à nos patients et qu'on n'a pas besoin, nous, d'en rajouter une couche. Et quand on voit le dispositif qui a été mis en place pour Monsieur K, c'est un dispositif extrêmement lourd à long terme. On a maintenu ce jeune homme en hospitalisation et puis en revalidation très longtemps pour pouvoir faire tout ce petit cocon de personnes. Donc voilà, ce qui est important, c'est ce tissu interdisciplinaire et le fait que chacun puisse rester à sa place et communiquer de sa place pour pouvoir aider le mieux possible nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ariane, pour ces deux cas super intéressants, enfin surtout leur analyse très intéressante. Euh, j'ai cru reconnaître des patients. Alors, j'attends vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet du trauma? J'imagine que oui. J'imagine que vous, dans vos pratiques, vous avez aussi des patients avec des manifestations diverses post-traumatiques. Donc, je vois un petit peu. Ah, j'ai une main levée. Donc, Fiona, est-ce que tu peux donner la parole? Oui, c'est fait. Il faut juste que Monsieur Lati vous... Ah, voilà, c'est bon. On vous écoute. Vous pouvez y aller, Monsieur Lati. Le micro est ouvert. Allez-y. Posez votre question. Oui. Pour la prise en charge, surtout des adolescents, bon, d'abord, je suis infectiologue et je travaille beaucoup sur le VH. Pour les adolescents et surtout les jeunes adultes, je pense parfois on doit traiter même on doit organiser des séances de psychothérapie même pour les parents. Je vous rejoins. Oui. Je vous rejoins. Je pense que ce qu'il y a aussi, c'est qu'à l'adolescence, c'est un moment très particulier, avec des questionnements identitaires très importants, avec un positionnement. Moi, je vois bien que dans une partie de notre population d'adolescents avec une transmission verticale, il y a beaucoup, beaucoup de questions liées à l'attachement, au rapport à leur corps perçu comme malade, un grand sens de la loyauté aussi, parce que par transmission verticale, ça veut dire qu'ils partagent la séropositivité au VIH avec leur mère à minima. Et donc, parler de la sienne, c'est aussi parler de celle de sa mère. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, je pense, à l'adolescence qui se jouent, qui peuvent se traiter avec l'adolescent, parfois avec le parent, si tant est qu'il est preneur et disponible pour ce type de réflexion. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Euh, j'ai des remerciements dans le chat et j'ai un collègue qui dit que les cas cliniques étaient très explicites et qu'il avait l'impression d'écouter des choses qui ressemblaient à chez lui, mais transcrits un petit peu dans d'autres réalités. C'est ce que je peux imaginer, puisque c'est le cas, en effet. Ça se passait en Belgique. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, donc n'hésitez pas. Moi, je vois une question là Ah, super, vas-y. sur un moment. Existe-t-il un moment de vie normal entre le vécu de Oui. l'événement traumatique et la survenue du stress post-traumatique? Moi, j'ai eu un patient comme ça qui, je trouvais ça aussi assez éclairant, donc qui était présent au moment des attentats de Zaventem. Il y a eu un attentat à Zaventem
qui, donc l'aéroport, il y a eu des bombes à l'aéroport, se retrouve par terre avec des corps autour de lui, etc. Il prend un taxi, il rentre chez lui. Et tout va bien. Tout va bien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il continue à travailler, il fait sa vie, etc. Et un matin, il se réveille, il prend sa tasse de café et sa tasse de café explose au sol parce qu'elle tombe. Et à partir de là, plus rien ne va. Et donc, cette tasse de café qui lui échappe des mains, comme ce qui lui avait échappé avant, fait qu'en fait, il ne sort plus de chez lui, il ne sait plus prendre les transports en commun, il sait plus. Je parlais d'un patient qui ne savait plus prendre les trams, c'est à lui que je pensais. Sa vie était complètement bouleversée. Mais pendant des semaines, il a fonctionné en apparence normalement. Et donc, je pense qu'effectivement, ce monsieur, par rapport à son histoire, hein, il a toute une histoire, je le connaissais déjà d'avant pour des tas de raisons, en fait, c'est venu réactiver quelque chose de majeur chez lui, tellement majeur qu'en fait, en apparence, il a fonctionné normalement pendant des semaines, avant de s'effondrer tout à fait et de revenir me voir et de traiter sur ce qui s'était passé maintenant, l'attentat de Zaventem, etc., mais aussi les coûts que ça avait par rapport à d'autres choses dont on avait déjà parlé avant. Donc oui, il y a parfois comme ça une simili-vie normale avant que quelque chose puisse se déclencher, comme ce que moi j'ai observé chez ce patient. J'ai encore une question sur le fait, donc est-ce que pour un adolescent né vivant avec le VIH, parvenir à l'âge adolescent sans connaître son statut peut être traumatique? Alors, sans connaître son statut, bon, moi je pense quand même que les enfants, les adolescents perçoivent quand même beaucoup de choses. Donc, je veux dire, si cet adolescent est dans une fratrie avec des enfants séropositifs, séronégatifs, il va probablement percevoir qu'il n'est pas tout à fait traité pareil, qu'il y a des choses particulières, éventuellement une préoccupation particulière qui se porte sur lui, sur son corps, sur quand il est malade, qu'il a beaucoup d'attention, quand il a un rhume, je ne sais pas. Moi, je pense que tout dépend de la manière dont on intègre cette information soi-même. Enfin, je pense à la mère en l'occurrence, parce que la transmission verticale, on est là-dedans. Comment est-ce qu'elle vit sa propre séropositivité avec le VIH? Comment est-ce qu'elle peut ou pas en parler? Comment est-ce qu'elle peut ou pas transmettre quelque chose de ce qu'elle vit à son enfant? Est-ce que l'annonce est toujours traumatique? Je ne sais pas si c'est forcément toujours traumatique. À mon sens, pas forcément. Maintenant, que ce soit un choc, oui, mais que ce soit un choc, comme je l'ai dit, avec effraction et avec des conséquences sur l'ensemble de l'organisation psychique, pas forcément, je pense. Parfait. Eh ben, je vois pas d'autres questions et ça tombe très bien parce que c'est normalement l'heure où nous allons nous quitter. Donc, je vais remercier les trois super oratrices de ce soir. Donc, il y avait Françoise Linard, il y avait Gabrielle Laborde-Baleine et puis il y avait Ariane Barthélémy. Je voulais aussi vous rappeler, en plus j'ai dit une bêtise au début, j'ai dit que le prochain Afranum était le 13 décembre, mais pas du tout, c'est le 11. Donc c'est le jeudi 11 décembre, de 17h à 19h, comme on l'a fait aujourd'hui et comme c'est le cas à chaque fois. Et le thème, c'est le meilleur du VIH 2025. Et donc ça va être un petit résumé avec trois prismes, je dirais. Il y aura un prisme plus clinique, un prisme plus euh, traitement et un prisme plutôt prévention sur les dernières données concernant le VIH qui sont sorties plutôt cette année, en 2025. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir posé plein de questions. On espère que ça vous a intéressé et on vous retrouve le 11 décembre. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Très bonne soirée. Au revoir.